tout d'abord, bonjour à tous. Juste, donc je dois introduire un peu l'atelier. En guise d'introduction, je souhaiterais un petit peu rappeler les enjeux pour l'agriculture. Effectivement, l'agriculture est presque la première concernée par ces enjeux de décarbonation, bah, tout simplement parce qu'elle est également soumise elle-même directement aux conséquences du changement climatique, sécheresse, perte de productivité, etc. Et la chose également intéressante, c'est qu'elle a des leviers et beaucoup de leviers activables au sein des différents maillons de la chaîne. Donc moi, je vais vous parler un petit peu plus de l'amont et puis progressivement, on va se tourner vers l'aval. Juste quelques chiffres pour fixer le cadre. Le secteur agricole, c'est 19% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, avec une ambition qui a été fixée par la stratégie nationale bas carbone, qui est une réduction des émissions enfin, en 2050 de 50% par rapport à 2020. Et donc, ça fait à peu près une vingtaine de pourcents d'ici à 2030. Donc, pour parler rapidement des leviers, quand on parle de baisser ces émissions, il y a plusieurs leviers activables. Il y a à la fois maîtriser les émissions, ça c'est le plus évident, mais il y a également stimuler les puits de carbone. Donc les puits de carbone, c'est ce qui vont permettre de capter le carbone. Donc je vais vous dresser un petit panorama rapide des leviers d'action. Donc pour ce qui est de stimuler la captation du carbone, donc d'activer les puits de carbone, on a évidemment les stratégies de recours aux prairies permanentes, prairies temporaires, si on en a la possibilité, évidemment, qui sont des très bons capteurs de carbone. On a des leviers également autour de l'agroforesterie, qui permet de capter le carbone à travers la biomasse. Et puis, on va également avoir des actions j'utilise mes petites notes, sur la limitation du travail du sol également qui peut activer et stimuler les puits de carbone. Pour ce qui est des leviers de réduction, on a trois grands types de leviers de réduction. On va avoir tout ce qui va être amélioration de la conduite du troupeau. Pourquoi? Parce que dès qu'on va augmenter le rendement de production, la production laitière, les indices de consommation, on va de facto baisser l'impact carbone. Quelques exemples sur le ruminant, par exemple, on incite de plus en plus les éleveurs à essayer de réduire les périodes improductives, donc de diminuer par exemple l'âge au premier vélage. Et on va également inciter les éleveurs à travailler les aspects santé ou bien-être animal, toujours dans des objectifs de gagner en performance. Et puis également, on peut travailler sur le levier génétique. Donc là, c'est plutôt des travaux à long terme pour viser, par exemple, des animaux qui seraient plus efficients, moins émetteurs de gaz à effet de serre, par exemple. Pour ce qui est l'autre gros levier, c'est tout ce qui va concerner l'alimentation animale. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises. On peut travailler sur la qualité des fourrages pour améliorer l'utilisation et la valorisation que les animaux en font et donc derrière les indices de consommation. On va également pouvoir retravailler sur l'amélioration de la digestibilité aussi, que ce soit au travers de process industriels, mais aussi également l'utilisation de matières premières ou de composés qui vont favoriser cette meilleure digestibilité et donc une meilleure valorisation, donc moins de rejets finalement au niveau environnemental. Travailler sur l'ajout de matières grasses, notamment chez le ruminant pour ce qui est la baisse du méthane entérique. Et puis également un gros levier sur l'utilisation de matières premières bas carbone. Donc on va parler plutôt d'éco-formulation, où là on va essayer de substituer des matières premières fortes émettrices en carbone par des matières premières ou des coproduits d'industrie agroalimentaire ou des protéagineux d'origine France, par exemple. Et le dernier levier également que je voulais vous citer, c'était également la gestion des effluents, qui pour certaines espèces la gestion des effluents et les effluents sont des gros contributeurs de l'impact carbone d'un produit animal. Donc là, c'est la mise en place de stratégies de méthanisation, la stratégie de couverture des fosses, ou alors au niveau de l'épandage, des enfouissements rapides des effluents. Euh,
Également, ce qui est important, c'est que tous ces leviers, ils doivent être mis en œuvre également sans oublier l'aspect performance des animaux, puisque c'est aussi un levier qui permet de décarboner euh, au niveau de l'agriculture. Donc voilà rapidement un panorama. On pourra en discuter beaucoup plus longtemps, mais pour dresser un petit peu la cartographie de leviers activables au niveau du secteur agricole. Merci Guillaume, du coup, pour ces rappels sur les enjeux de l'agriculture. Donc, on voit qu'il y a des enjeux forts, ça c'est certain. Il y a aussi des solutions qui sont évidentes, pratiques vertueuses, alimentation animale améliorée, pardon, alimentation de la santé des animaux, amélioration de la santé des sols, le stockage du carbone. Chez Bleu Blanc Cœur, ça fait à peu près 25 ans qu'on met ces enjeux au cœur de notre travail. On fait ce lien entre finalement la boussole nutritionnelle et cet objectif de décarbonation. Derrière, il y a cette idée de démarche d'obligation de résultat. Et à ce titre, finalement, mesurer ses savoirs, objectiver cette transition. Actuellement, on est en train de travailler du coup sur de nouvelles ACV en lien à la base de données Agribalise. Et du coup, je vais dire, on va commencer par la base. Et Armel, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer finalement ce qu'est cette base de données Agribalise, qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie pour qu'on partage avec l'audience et puis finalement quels ont été les premiers résultats des facteurs d'émission qui ont été observés sur les filières bleu, blanc, cœur, ruminants et puis comment se sont construits ces ACV. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, je travaille dans un cabinet conseil qui s'appelle EVA et on accompagne en ce moment Bleu Blanc Cœur pour réaliser des évaluations environnementales par analyse de cycle de vie. Donc, ça fait partie des activités qu'on réalise chez EVA, tout comme le développement de distribution de logiciels qui permettent ces calculs et de la formation aussi sur ces sujets pour accompagner nos clients. Et on a une équipe spécialisée donc sur l'agriculture, l'alimentation, et on a pu du coup travailler ensemble sur ce sujet-là. Pour commencer, je vais poser quelques bases sur ce que c'est que l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Donc c'est une méthode pour évaluer les impacts environnementaux, mais qui peut être aussi déclinée pour évaluer des impacts sociaux de produits ou d'organisations sur leur cycle de vie. Donc, c'est une méthode qui est normalisée. Il y a une série de normes ISO qui cadrent les manières de faire. Et il existe aussi des référentiels méthodologiques par secteur. Donc, il y en a sur les productions animales, le secteur laitier, le secteur nutrition animale, qui permettent de savoir comment s'y prendre, quels sont les enjeux méthodologiques, quelles données utiliser, etc. Donc, la CV, elle va regarder pour un produit donné comment le système de production aboutit à ce produit, quelles sont les étapes de production et à chaque étape, on va comptabiliser les intrants qui rentrent dans le système, toutes les consommations de ressources et les sortants, que ce soit des produits, des coproduits ou des sortants vers l'environnement. Et c'est tous ces flux qu'on extrait de l'environnement et qu'on rejette vers l'environnement qu'on va en fait sommer par enjeu avec des facteurs qui permettent de les transformer par grands enjeux environnementaux. Donc, le plus connu, c'est le changement climatique et l'empreinte carbone avec des kilos équivalents CO2 par kilo de produit, qui est l'indicateur final. Mais on s'intéresse aussi à l'eutrophisation, l'acidification, les consommations de ressources. Et pour faire une ACV, on a besoin de beaucoup de données. Donc, des données déjà qui décrivent le système auquel on s'intéresse. Donc là, si on parle de produits alimentaires, ça va être les systèmes agricoles qui vont être en particulier regardés de près. Après, il y a la partie transformation également. Et donc, qui dit système agricole, c'est comment les denrées sont produites, comment le système fonctionne, la fertilisation, les rendements, la productivité, etc. Et on a aussi besoin de données sur les intrants, en fait, et sur l'impact environnemental de tous les intrants qui vont arriver dans ce système-là. Et c'est là qu'interviennent des bases de données comme Agribalise, qui est une base de données publique d'analyse de cycle de vie, une base de données française qui a été qui est portée par l'ADEME et le GIS Revalim, qui est un groupement d'intérêt scientifique avec l'INRAE, le CIRAD, les instituts techniques agricoles et agroalimentaires également dedans. Agribalise existe depuis 2013, comporte plus de 200 produits agricoles, plus de 2500 produits alimentaires aujourd'hui.
C'est une base de données qui est reconnue, y compris à l'international, parce que les Français ont été un peu pionniers sur le développement de ce type de données dans ce secteur-là. Et c'est une base aujourd'hui pour l'affichage environnemental, alimenter tout ce qui est comptabilité des entreprises sur leur stratégie de décarbonation, les liens entre acteurs aussi d'une chaîne de valeur pour tout ce qui est relations B2B, achats, etc. L'éco-conception, bien sûr, pour améliorer l'impact environnemental. Voilà, c'est un peu la base sur l'ACV. Et puis donc, Bleu Blanc Cœur, vous avez souhaité réaliser des ACV sur certains de vos produits. Il y en a déjà qui existaient dans Agribalise et vous avez souhaité étendre la gamme des produits présents dans Agribalise et qui répondent au cahier des charges Bleu Blanc Cœur. Donc là, on est en cours de finalisation d'un projet avec différents systèmes laitiers, d'engraissement de bovins, également des systèmes en volaille. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement du système laitier et viande bovine. Donc, on est parti de données qui existent déjà dans Agribalise, qui sont des données conventionnelles, sur des systèmes conventionnels, et on leur a appliqué des modifications sur tous les facteurs de différenciation portés par le cahier des charges Bleu Blanc Cœur, donc qui porte surtout sur l'alimentation, mais qui a aussi des impacts sur la productivité et sur les émissions de méthane entérique. Donc c'est sur ces données qu'on est venu jouer en fait pour reconstruire des rations alimentaires pour les animaux, calculer aussi des abattements sur les émissions de méthane des vaches laitières et des bovins en engraissement. Et en fait, au final, on arrive à des résultats qui aujourd'hui restent provisoires, donc je vais vous donner des ordres de grandeur, mais les plus probants, c'est sur le lait, où en fait, on a une cumulation d'effets sur une ration alimentaire moins impactante parce que le cahier des charges exclut des matières premières qui sont impactantes et associées à de la déforestation, comme le tourteau de soja ou les produits issus de la palme. On a une baisse du méthane entérique par les vaches laitières qui est significative, de l'ordre de plus de 13%. Une augmentation de la productivité, tout ça, ça nous amène à une réduction de l'empreinte carbone du lait entre 20 et 25% par rapport à un système conventionnel sur les deux systèmes laitiers qu'on a pu regarder. À l'échelle du produit viande, on est sur quelque chose de plus bas en termes de réduction parce qu'on n'intervient que sur la phase de finition qui est le dernier maillon du cycle de vie de l'animal, et on est sur des réductions de un peu moins de 5%. À 5%. Voilà, en tout cas, là, c'est les résultats à la ferme. Et derrière, l'idée, c'est que ça aille vers ce soit réutilisé sur des produits finis, les produits alimentaires, et que ça puisse alimenter tout un ensemble de travaux et de besoins de la filière. Merci beaucoup, Armelle. Et dans le timing imparti, donc génial. Donc oui, cette mesure dont nous parlons beaucoup chez Bleu Blanc Cœur permet de montrer que la décarbonation à la ferme est possible et créatrice de valeur. En tout cas, c'est ce qu'on porte aux côtés de ce logo Bleu Blanc Cœur. Les leviers de l'alimentation animale, on en a beaucoup parlé, Guillaume, ça a été repris par Armelle dans l'impact si on prend l'exemple de ce lait Bleu Blanc Cœur. Ce sont des solutions techniques, mais qui permettent aux éleveurs d'aller chercher des valeurs additionnelles, et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette démarche Bleu Blanc Cœur, aller chercher de l'amélioration de performance, de l'amélioration de santé animale pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc c'est d'ailleurs en ce sens qu'on accompagne donc Danone, donc ça va être à toi Laura, et ses producteurs sur ces enjeux de réduction d'impact CO2. Sans mesure, il est difficile d'agir. Donc c'est en ce sens qu'on s'est rapproché de Danone. Et donc sur ce sujet, Laura, peux-tu nous expliquer comment Danone déploie cette transition environnementale dans les fermes? Comment vous engagez les producteurs sur ces enjeux environnementaux? Sur quel levier, pour quel objectif? Donc tout ce que tu instruit dans ce projet Les Deux Pieds sur Terre. Et pour finir, comment cette mesure, elle fonctionne et ce qu'elle permet de piloter auprès des producteurs et auprès de Danone. Merci Elodie. Oui, en effet. Alors, si je prends un petit pas de recul sur
globalement la vision et l'engagement de Danone. Je ne vais pas vous faire un grand discours beaucoup d'historique. Juste, c'est pas des engagements récents. C'est vraiment dans l'ADN de notre entreprise. Il y a plus de 50 ans, Antoine Riboud, aux assises du patronat de Marseille, l'ancien MEDEF de l'époque, disait devant le patronat, et ça avait choqué le patronat à l'époque, mais la responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas aux portes de nos usines. Donc ça, c'était il y a 50 ans. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que c'est des engagements qui s'inscrivent dans la durée de notre entreprise. Et dans ce sens-là, on a réitéré un certain nombre d'engagements dans ce qu'on appelle le Danone Impact Journey. Donc, excusez-moi pour l'anglicisme. Mais l'objectif, en fait, c'est notre feuille de route développement durable. Et à l'intérieur de cette feuille de route développement durable, on a plusieurs piliers. Le pilier environnement, le pilier santé et le pilier collaborateur et communauté. Donc là, je vais vous parler plus particulièrement du pilier environnement parce que c'est sur lequel je travaille et notamment des engagements liés aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est engagé sur les trajectoires SBTi. Pour ceux qui ne se connaissent pas, SBTi, c'est une entité internationale qui est garante et qui suit les engagements des entreprises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a pris plusieurs engagements de réduction sur nos différents périmètres d'entreprise. C'est ce que tu disais, ce que vous mentionnez au départ sur le fameux scope 3. Le scope 3, c'est quoi? C'est les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas directement liées à notre activité, c'est-à-dire c'est pas nos usines. Nos usines et l'énergie qu'on utilise, nous, Danone, pour fabriquer les produits, c'est le scope. En gros, scope 1 et 2, si je caricature. Scope 3, c'est tout ce qui n'est pas dans nos mains de manière directe, mais qui est dans notre chaîne de valeur, donc qu'on doit comptabiliser, parce qu'in fine, c'est bien le produit dans sa globalité, le pot de yaourt, là, si je parle du pot de yaourt, quand il sort de nos usines, eh ben, il a une empreinte carbone qui compte aussi, ce qui n'est pas dans nos mains directes, mais notamment l'empreinte carbone du lait. Tout ça pour dire que, je ne sais pas si c'est des chiffres que vous avez en tête, mais souvent les gens sont surpris. Le scope 1 et 2, et ce sont des chiffres publics dans les rapports qu'on publie, scope 1 et 2 chez Danone, c'est 5% de l'empreinte carbone. Notre empreinte carbone liée à notre amont laitier, donc qui vient du lait qu'on collecte auprès des éleveurs laitiers partenaires en France, c'est quasi 40%. D'accord ? Donc ça a un poids très important. D'où l'enjeu de se dire, on va travailler avec les éleveurs laitiers, parce qu'en fait, c'est pas dans nos mains en direct. Par contre, on a une responsabilité, on est partenaire avec ces éleveurs laitiers qui nous fournissent du lait. Donc, on doit travailler ensemble. Et on doit travailler ensemble, notamment pour répondre aux enjeux de réduction des gaz à effet de serre. Les grands objectifs, sur le fameux scope 3, c'est moins 30% d'émissions entre 2020 et 2030, avec un engagement supplémentaire, puisque Danone a adhéré à la coalition mondiale sur la réduction des émissions de méthane, et donc un enjeu supplémentaire sur le méthane. Là, je fais le lien aussi. Donc, je vous ai dit, le lait frais qu'on collecte, c'est près de 40% de notre empreinte carbone. Et quand on regarde sur le bilan carbone d'un litre de lait moyen en France, près de 50 à 60%, c'est le méthane. Donc, vous comprenez bien, c'est des poupées russes, mais mine de rien, il y a des gros blocs à l'intérieur. Donc, d'où l'enjeu de se dire on va travailler sur le méthane. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger avec Bleu Blanc-Cœur et Valorex. Donc, on a tout un programme Les Deux Pieds sur Terre qui accompagne les éleveurs depuis 2017 sur le bien-être animal, la santé et la fertilité des sols et la décarbonation. On finance et on accompagne la mesure de l'empreinte carbone, du conseil technique qui n'est pas fourni par Danone mais qui est fourni par l'écosystème technique territorial qui vient accompagner les éleveurs sur j'ai besoin d'une formation collective, individuelle, bref d'un appui technique individuel au sein de notre programme on le finance. On vient cofinancer aussi de la mise en œuvre de plans d'action et on vient financer également des pilotes. Et donc là, comme tu le disais Guillaume, il y a plusieurs leviers à activer sur la décarbonation et là on va se parler plus particulièrement du levier alimentation. Et le levier alimentation avec le sujet d'une ration plus riche en oméga 3. Il y a un effet rumen et il y a un effet dilution. Et derrière, normalement, moins d'émissions de méthane. Et donc, c'est ça qu'on a voulu tester. Donc, on a lancé en début d'année un pilote qui regroupe une centaine d'éleveurs
Donc j'ai oublié de vous dire, si vous voulez quelques ordres de grandeur, Danone en France collecte 600 millions de litres de lait dans 5 bassins de collecte auprès d'à peu près 1200 éleveurs. Donc on a lancé ce pilote qui est un pilote national. Donc on a des éleveurs qui se sont lancés dans ce pilote dans toutes les zones. Au total, je vous dis, on en a une centaine. L'objectif, c'est quoi? C'est de travailler avec ces éleveurs et avec les conseillers territoriaux techniques des éleveurs. Donc on a Valorex et les fournisseurs d'aliments. On a à peu près une vingtaine de fournisseurs d'aliments. L'objectif, c'est de retravailler la ration des vaches, d'intégrer et de l'enrichir plus d'oméga 3, en particulier via la graine de lin extrudée. Derrière, on pilote à la maille hebdomadaire sur les échantillons de lait qui sont prélevés en ferme et qui vont classiquement au laboratoire parce qu'on a, vous imaginez bien, le suivi de la traçabilité et de la qualité du lait de manière habituelle. Donc là, on travaille avec les 4 laboratoires interprofessionnels qui font les analyses classiques de lait. Là, on a demandé que sur ces échantillons de lait, donc c'est pas plus de travail pour l'éleveur, c'est juste un peu plus d'analyse côté laboratoire sur ce même échantillon de lait, le profil en acide gras complet. Derrière, grâce à la plateforme de Bleu Blanc Cœur et aux équations qui ont été développées, on traduit en fonction du profil en acide gras les émissions de méthane entérique. Et, in fine, dernier élément du pilote, on travaille également avec les contrôles laitiers, donc 9 structures contrôle laitier, qui vont venir faire le suivi de la performance technique et économique. L'enjeu, in fine, c'est quoi? C'est que pendant 1 an, on pilote ça, et à la fin, on regarde quelle est la performance environnementale, est-ce qu'il y a une réduction des émissions de méthane, quelle est la performance technique pour l'éleveur, notamment en termes de production laitière, et quelle est la performance économique pour l'éleveur, est-ce qu'il s'y retrouve économiquement. Et comme c'est un pilote, on a mis en place un filet de sécurité, et donc on donne une indemnité aux éleveurs, parce que c'est une prise de risque. Et donc, on donne une indemnité aux éleveurs pour la durée de ce pilote, qui est de 40 centimes par vache par jour, pour l'embarquement dans ce pilote. Et donc, l'objectif in fine, comme je vous disais, performance environnementale, technique et économique, avec ces parties prenantes externes, les contrôles laitiers qui vont faire les constats d'alimentation mensuels des vaches et qui vont travailler les données. Et l'enjeu et l'intérêt, puisque la question initiale, c'était aussi le sujet de la mesure. On a un outil filière qui est développé par l'Institut de l'élevage, qui est Cap2ER, qui permet de faire un bilan carbone de l'exploitation. Mais du coup, c'est sur 1 an. Et vous le savez, pour ceux qui sont dans le secteur, les Cap2ER, ils ne sont pas faits tous les ans dans tous les élevages. Là, l'intérêt, c'est de se dire, on a un outil qui nous permet de piloter de manière hyper réactive et à la maille beaucoup plus fine. Alors certes, sur un levier seulement parmi tous les leviers qui ont été cités de réduction. Néanmoins, c'est l'intérêt là en termes d'outils, c'est de se dire, je vais venir piloter. L'éleveur, il a accès directement à ses résultats. Il voit l'impact. Il peut réajuster. Et on a un pilotage beaucoup plus réactif que sur 1 an. Et c'est complémentaire de Cap2ER parce que, in fine, les résultats sont intégrés quand il y a un bilan Cap2ER, sont intégrés dans le Cap2ER. Mais ça, c'est au bout d'1 an. Là, au moins, on peut piloter à la maille, à une maille beaucoup plus fine en termes de récurrence. Merci Laura. J'ai pas été trop longue. Comment? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'espère que j'ai pas été trop longue, pardon. Non, c'est bon, merci. Merci. Donc du coup, on entend la décarbonation à la ferme, elle est possible. Elle se mesure et puis finalement, elle peut générer ce progrès de décarbonation qu'on recherche. Mais finalement, encore faut-il que l'aval puisse le valoriser, s'en saisir. J'entends la distribution, la restauration et puisse reconnaître ses efforts. Donc, je vais me tourner vers vous, Édouard. Finalement, est-ce que vous pouvez nous présenter comment vous, chez votre structure Compass, et puis comment au niveau de la RHD, vous accompagnez l'amont agricole sur ces sujets de décarbonation? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on est tous le scope 3 de quelqu'un finalement, et vous allez voir qu'il y a assez de continuité dans ce qu'on va se dire. Juste pour resituer, parce qu'en effet, Compass représente, je dirais, un des 3 grands blocs de débouchés. Il y a la GMS, la restauration hors domicile au sens large avec la partie restauration commerciale et la partie restauration collective. Aujourd'hui, Compass Group est un des grands acteurs de la restauration collective en France. On fait à peu près 1 million de repas par jour
avec un profil de clients très varié. Nous, notre métier, c'est d'occuper des restaurants ou de gérer des restaurants pour le compte d'entreprises dont ce n'est pas le métier principal ou d'entités type les hôpitaux, les lycées, les écoles, etc. Donc, dans ce cadre-là, on va se retrouver dans une position où on a nos propres enjeux, nos propres engagements. On est comme Danone, comme ces grands groupes qui, bien évidemment, avons pris un engagement carbone. Le nôtre, c'est d'être neutre en carbone à horizon 2040. Je me retrouve assez dans les statistiques ou dans les chiffres qui ont été donnés, parce que le bilan de carbone de Compass, globalement, 96%, donc on n'est pas loin. C'est aussi notre scope 3. Et donc, c'est nos produits. Et un groupe forcément de restauration, 71% de tout ça, c'est l'alimentaire. Donc, c'est cet enjeu qui est numéro 1 pour nous. Mais c'est aussi l'enjeu numéro 1 de nos clients, puisque je le disais, on est tous le scope 3 de quelqu'un, donc Danone est notre scope 3, mais nous-mêmes, quand on exploite le restaurant d'une entreprise, quand on exploite le restaurant d'une école, d'un hôpital, nous sommes le scope 3 de cette même entité. Et nos clients aujourd'hui, un de leurs enjeux, c'est cette décarbonation, et on nous demande de plus en plus de rentrer dans ce cadre avec beaucoup de précision. Donc quel rôle on essaye de jouer autour de tout ça? Nous, on a essayé d'aborder les choses avec une certaine humilité sur la décarbonation. On s'en parle beaucoup, ça fait longtemps qu'on s'en parle beaucoup. Et on s'est tous vite retournés vers nos fournisseurs, vers nos sous-traitants, vers l'amont, etc. pour dire qu'est-ce que vous faites, donnez-nous les éléments, etc. La réalité, c'est que le seul moyen de traduire ça, c'est d'avoir tout ce qui a été mis en place, c'est-à-dire la donnée précise, agribalise ou d'où qu'elle vienne à la ligne article et à la maille pour qu'on puisse vraiment donner une donnée précise à chacun de nos clients. Moi, avoir un de mes fournisseurs qui me dit je fais un bilan carbone de temps, en fait, finalement, à part lui faire beaucoup de documentation pour moi, m'amuser à le recevoir en rendez-vous, ça n'apporte pas grand-chose de manière très concrète à ce que je vais pouvoir dire et mesurer et suivre auprès moi-même de mes clients. Donc, le premier enjeu pour nous dans l'approche a été de se dire n'allons pas embêter tout le monde sur ce qu'ils font à demander des tonnes et des tonnes de documentation pour rien. Essayons d'avoir la bonne mesure et le bon outil. Et le premier travail qu'on a fait, il est chez nous. Je le disais, notre bilan carbone, 96%, c'est notre scope 3, 71% ce sont nos achats alimentaires. Et il y a des premières actions qui nous ont permis rapidement de réduire et d'optimiser notre bilan carbone sans aller rentrer dans une maille très fine de nos fournisseurs. Le bœuf représente à peu près la moitié de l'impact carbone qu'on peut avoir chez un groupe Compass quand vous réduisez déjà vos consommations, quand vous choisissez des bœufs plus engagés, etc., vous allez tout de suite réduire. Et nous, on le voit, au couvert consommé, on a cette tendance de réduction. Maintenant, on rentre dans une phase 2 qui devient hyper importante, c'est qu'on arrive un peu à un palier de ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous végétalisez un peu plus, une fois que vous faites quelques actions, vous continuez de consommer du bœuf, et nous, on a la conviction qu'on doit continuer de consommer du bœuf, vous continuez de consommer du café, vous continuez de consommer des éléments qui ont un impact carbone fort. Maintenant, la maille qui devient intéressante aujourd'hui, qui devient un enjeu pour Compass, c'est d'aller se dire, à l'article, comment je m'assure de faire le bon choix? Et comment je m'assure d'engager mes fournisseurs et mon réseau pour qu'ils s'engagent à mettre les actions en place, à faire tout ce qui est en place pour à la fois être capable de me le reporter, et malgré tout, ça coûte aussi de l'argent de faire tout ce travail, de faire cet accompagnement, et puis de mener les actions nécessaires à améliorer cet impact carbone. Et c'est là où nous, notre rôle, il est à deux égards. Le premier, c'est de jouer un peu ce rôle d'intermédiaire. On se rend compte qu'il y a quand même entre l'amont et l'aval parfois un petit manque de compréhension et de communication et de se dire qu'est-ce qui est important, comment je vais le valoriser, est-ce que je vais être en mesure de le valoriser. Et donc nous, on passe beaucoup de temps à faire de l'éducation aussi près de nos clients, à expliquer les choses, à essayer de valoriser, à essayer de mettre la valeur de tout ça. Ça, c'est un élément clé. Et le deuxième, maintenant, c'est qu'on est en train d'aller demander fournisseur par fournisseur, on commence par les plus gros, on commence par ceux qui savent, pouvoir dire c'est quoi la performance à l'article carbone de ton produit que je vais acheter chez toi, et est-ce qu'il est meilleur qu'un produit conventionnel? On se parlait en comparatif du conventionnel. Et ce qu'on se rend compte avec Bleu Blanc-Cœur, c'est l'avantage, c'est qu'avec Bleu Blanc-Cœur, c'est un peu fromage et dessert sur les engagements, c'est que la restauration collective aujourd'hui, elle est marquée par beaucoup de choses qui nous impactent. On nous demande d'être bon sur le carbone, nos clients nous demandent d'acheter local, nos clients nous demandent de respecter la réglementation, notamment la loi Egalim, qui nous oblige à avoir 50% de nos produits qui sont issus des SICO, donc des sigles de qualité reconnus. Et là, tout le travail qui a été fait avec Bleu Blanc-Cœur et qui est intéressant, c'est que ça nous permet de cocher beaucoup de ces cases-là. On se rend compte que d'un point de vue moyen, alors j'avais peur, je m'étais noté quelques chiffres de dire des bêtises, mais on a à peu près une amélioration de 20%, donc j'ai senti que c'était à peu près en phase, je me suis dit que je pouvais sortir le chiffre. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Donc on a à peu près 20% sur l'impact carbone, et en même temps on coche la case Egalim avec ces produits Bleu Blanc-Cœur. Et c'est ça une vraie démarche dans laquelle on s'engage. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que pour qu'il y ait un engagement de l'amont,
on a besoin de prendre une vraie responsabilité aussi de notre part. Historiquement, Laval, on ne prend pas beaucoup de responsabilités. On dit, il n'y a qu'à Faucon, et puis ces produits, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas derrière, on ne prend pas le risque. Ce qu'on a essayé de faire chez Compass depuis ces 2 dernières années, c'est aussi de s'engager, et notamment de créer des filières. On a créé notamment 2 filières, une filière sur les légumineuses, une filière sur ce qu'on appelle le bœuf à l'équilibre, dans lequel on signe directement avec l'Allemont, avec les éleveurs, pour déterminer notre propre cahier des charges, ce qui nous permet aussi de dire, moi je m'engage sur 3 ans, en l'occurrence sur le bœuf à l'équilibre, 150 éleveurs qui vont travailler avec nous, qui vont travailler pour nous, et nous on s'engage à acheter l'intégralité des bovins et à se débrouiller derrière pour que ça marche et qu'on les vende dans nos restaurants. Et quand on fait ça, finalement, on se rend compte qu'on peut engager, on rassure tout le monde. Donc c'est une vraie démarche collective qu'on doit mener, c'est un peu nous notre conviction. Donc en conclusion, pour pas déborder moi aussi, mais il y a cette nécessité qu'on s'engage en filière sur le bloc complet. Et aujourd'hui, on est rentré dans une granularité. Alors je pense que ce sera confirmé sur la dernière intervention, de vraiment être à la ligne arctique dans cette mesure et dans ce détail-là qui est... ça me permet de faire la transition proprement. Mais qui est vraiment notre enjeu de demain de pouvoir mesurer, et ça sert à rien, ces grandes présentations, ces grandes documentations, etc., qui sont finalement peu valorisées dans la réalité. On a besoin d'être dans cette mesure précise. Merci beaucoup, Édouard. J'adore. Donc oui, vous avez parlé d'outils, de mesures, de liens amont, de liens aval. Jérémy, avec Carbon Maps, vous apportez cette brique technologie clé, la mesure de l'empreinte carbone à l'échelle des produits. Et donc, on avait une petite question. Selon toi, quels sont les défis actuels pour justement mesurer l'empreinte carbone de manière fiable, comparable et généralisable? Et comment faire ce lien justement entre ces mesures, ces outils amont et aval pour que tous se regroupent et qu'on puisse avoir le même langage, qu'on soit des acteurs de l'amont et des acteurs de l'aval? Merci pour cette question. Moi, je suis très content de participer à cette table ronde parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs amont aval. On a quasiment tous les représentants. Il manque peut-être la grande distrib. Voilà. Mais voilà. Nous, on est un acteur technologique en fait du sujet de la décarbonation. Comme on vient de le voir dans cette table ronde, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. L'amont fait des efforts pour décarboner les fermes. Les industriels font des efforts pour fabriquer des produits et pour avoir des bilans carbone efficaces. La distribution essaye de récupérer des infos auprès des fournisseurs et commence à descendre au niveau de la granularité de la maille produit. Et donc, c'est le bon moment d'avoir des outils qui permettent d'automatiser un peu tout ça de manière cohérente. Moi, de mon point de vue d'acteur de la technologie, les enjeux de la décarbonation, c'est des enjeux technologiques. C'est-à-dire qu'il faut à la fois collecter des infos auprès des fournisseurs. Donc, on a un sujet de collecte de données au niveau des chaînes d'approvisionnement. Et on a un module pour ça qui s'appelle le Supplier Engagement. Donc, il faut engager ces fournisseurs dans des démarches de décarbonation, contractualiser, récupérer des infos. Il faut récupérer ces données pour être capable de calculer soi-même ces impacts produits. Il faut donner à ses propres commerciaux les outils pour aller les vendre en grande distrib auprès des acteurs comme Monsieur, etc. Donc en fait, on a non seulement il faut collecter les données, il faut les traiter, il faut en faire des analyses de cycle de vie comme on en a parlé, et en plus, il faut outiller les commerciaux pour qu'ils soient capables d'aller négocier avec les acheteurs pour pouvoir valoriser ces produits. Et tout ça, il faut le faire dans un cadre pour que ce soit cohérent avec le bilan carbone, qui est le bilan carbone, c'est un bilan, c'est en gros le bilan de l'entreprise au niveau des émissions carbone, scope 1, scope 2, scope 3. Donc en fait, vous avez énormément de métiers au sein d'une même entreprise qui doivent traiter les mêmes données, qui aujourd'hui se promènent sur Excel un peu partout. Hein. Enfin, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus. Aujourd'hui, le carbone, c'est géré sur Excel. Hein. Donc vous avez les acheteurs qui ont de l'Excel, tout le monde a de l'Excel. Donc, il est temps de sortir d'Excel, en fait. C'est-à-dire que le niveau de maturité maintenant des filières arrive à un certain niveau où maintenant les gens vont commencer à s'outiller d'outils qui ressemblent à des outils comptables. En fait, quand vous regardez la comptabilité des entreprises, elle ne se fait plus sur Excel. Hein. Elle se fait sur des systèmes comptables intégrés où tous les métiers, que ce soit des acheteurs, des vendeurs, des marketeurs, la R&D, la direction financière, vont pouvoir partager la même information à un niveau
assez granulaire et surtout assurer la transparence et la cohérence au sein des entreprises. Et ça, c'est fondamental parce que c'est la clé du modèle économique. C'est d'être capable d'intégrer les données bleu, blanc, cœur de l'amont et de pouvoir les valoriser sur l'aval. Alors, si j'ai encore 2 minutes, 1 minute, nous, le partenariat qu'on a monté avec Bleu Blanc Cœur, c'est d'intégrer leurs facteurs d'émission au sein de la plateforme pour pouvoir les valoriser auprès de nos clients qui utilisent la plateforme. Et le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour Coopérative U. Coopérative U aujourd'hui achète et distribue des produits Bleu Blanc Cœur et parfois des produits qui sont transformés avec plein d'éléments Bleu Blanc Cœur dedans. Et grâce à notre plateforme, en fait, en amont, on est capable d'intégrer les facteurs d'émission Bleu Blanc Cœur et en aval, la Coopérative U est capable de modéliser ses propres produits et de pouvoir évaluer l'impact de ses propres produits et demain de pouvoir valoriser en fait leur impact auprès des consommateurs avec l'arrivée de l'affichage environnemental qui normalement devrait arriver l'année prochaine, etc. Donc en fait, tout ça est en train de converger pour une meilleure intégration entre amont et aval.